Je viens de travailler sur un thème très particulier, un thème mythologique très particulier. Et à l'intérieur, donc, il y a plusieurs histoires karmiques que je relate, que j'écris, en résonance avec ce que j'étudie et tous les aspects en fait, qui se révèlent à travers le thème. Et cette mémoire-là est suffisamment importante pour que je la partage avec vous, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, une fois que je constitue et que j'étudie tous les aspects astrologiques du thème, et je me mets en résonance en fait avec le bagage karmique, le bagage passé qu'on vient transmuter ici, dans cette incarnation, avec les outils qu'on nous donne, voilà, les planètes, etc., les aspects qui sont les nôtres, pour comprendre des leçons d'âme, pour progresser, ou être dans son terrain de jeu et retrouver de l'énergie pour progresser, en tout cas dans un collectif aussi. Au fur et à mesure du thème, ça me prend à peu près 2 jours d'études, je commence à percevoir en fait les mémoires qui commencent à vraiment être très prégnantes pour qu'elles s'extériorisent, pour qu'elles soient imprimées et matérialisées, en tout cas sur du papier. Effectivement, quand je travaille, je peux me mettre en résonance avec plusieurs mémoires karmiques, mais là, à travers le prisme du thème astral, en fait, ça définit encore plus des configurations et savoir exactement ce qu'on vient travailler aujourd'hui, tout simplement. Donc en résonance avec ces mémoires, il y en a toujours, j'en liste au moins 7 à peu près, et il y en a toujours une qui vient frapper à la porte et qui est là et qui demande à s'exprimer. On va essayer de comprendre tout simplement schématiquement que dans notre onde personnelle, notre essence profonde, quand elle vient se cellulariser dans un corps physique, elle a déjà en mémoire plusieurs informations, et donc nos informations d'incarnation en tant qu'homme ou en tant que femme. Et comme il y a des impacts émotionnels forts lors de ces incarnations, ce sont ces émotions-là qui vont cristalliser autour d'un fragment karmique, je les appelle comme ça. Donc le but, c'est en fait d'aller dissoudre tous ces petits cristaux qui figent la mémoire et qui la confrontent à des situations répétitives, voire des âmes qu'elle rencontre de nouveau, pour essayer de dépasser cet impact émotionnel du passé. Donc à travers l'écriture de ces histoires karmiques, en fait, ça permet déjà de conscientiser certaines informations, de retrouver peut-être des ambiances à travers historiques, en tout cas, sur lesquelles on est attiré, ou avoir des explications avec des peurs inconscientes, ou des gens avec lesquels on vibre, ou des métiers que l'on aurait choisis comme ça instinctivement. Bon, dans tous les cas, tout ce qui est de l'ordre de cette captation en résonance n'est pas forcément une science exacte. Tous les détails que je donne qui sont d'un point de vue historique, émotionnel ou de contexte géographique ne sont pas forcément précis. Le but, c'est que la personne récupère une somme d'informations suffisante pour pouvoir faire sortir en fait cette mémoire et lui redonner confiance, peut-être la ramener sur un terrain qui l'a passionné par le passé, récupérer des savoirs, etc. Lorsque le texte est écrit, je suis déjà beaucoup reliée à tout ce qui se passe, à tout ce qui se trame à travers le thème. Je ne change pas le contenu. Je ne change pas les phrases non plus, parce qu'il y a des phrases très spécifiques à l'intérieur. Et ça permet de garder dans son jus, en fait, tout ce qui a été capté autour de ce fragment karmique. Il est très rare qu'on soit autour de personnages connus. C'est vrai qu'on entend dans ces sphères-là, en tout cas, j'ai souvent entendu parler que une personne a une mémoire karmique dans la sphère de Marie-Madeleine, etc. On rêve tous d'avoir côtoyé des personnages historiques célèbres, ça c'est certain. Il ne faut pas rêver, vu le nombre de milliers d'humains qu'il y a sur Terre à chaque période, à chaque génération, on n'a pas tous des incarnations qui sont de reines, de rois ou glorieuses, etc. Non, on peut être un paysan bourru ou une lavandière qui n'était pas très honnête. Donc il faut aussi accepter cette part sombre de nous-mêmes qui vient se travailler à chaque fois et qui sont simplement des choses qu'on récupère pour comprendre et puis se perfectionner presque en tant qu'être conscience, en tout cas, en tant que conscience et en tant qu'âme. Mais cette fois, c'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée. C'est une personne qui a eu une mémoire karmique dans la troupe de Molière. C'est suffisamment significatif pour que je puisse vous le lire, pour plusieurs raisons. Pour que vous connaissiez un petit peu le travail qui peut ressurgir à travers ces thèmes-là. Et deuxièmement, parce que ça donne des informations historiques, de contexte historique aussi, parce que là on est dans Paris de 1650 à peu près. Et c'est très intéressant parce que je ne me relie pas, je ne vais pas aller chercher des infos préalables. J'écris le texte et ensuite je vais corroborer si vraiment ça peut coïncider. Il se trouve que là,
il y a eu des traits de caractère de ce personnage Molière qui reste encore aujourd'hui très mystérieux, en tout cas par rapport à sa vie. Et c'était vraiment significatif et prégnant. Et puis toute cette mémoire karmique de cette personne qui a gravité autour de tout cette histoire qui est restée à travers le temps, puisque c'est ça qui est important, c'est que le contenu, cette épopée en fait presque spirituelle et humaniste à travers les écrits de Molière, eh bien, a perduré encore aujourd'hui. Donc on a des aspects parfois astrologiques, des planètes, des configurations qui nous poussent justement vers ce genre de destinée. Je ne l'ai pas continué, j'ai pas continué tous les détails parce que je pense qu'une fois que la personne a récupéré une partie de ce bagage-là et de ces informations-là, le travail, ça va se faire tout seul. Et puis elle gardera, elle conservera certainement, ou vous conserverez quand vous lirez vos mémoires karmiques, vraiment les informations qui vous seront nécessaires, utiles comme des outils de travail dans votre vie d'aujourd'hui, dans le présent et dans le futur. Voilà, on peut récupérer des connaissances et des savoirs. Là, en l'occurrence, c'était vraiment l'expression de soi. Et puis tout ce qui tourne autour des milieux artistiques avec une grande portée culturelle. Voilà, je vous laisse écouter. Madeleine est née au cœur d'un quartier marchand de Paris. Les rues sont en terre, les maisons en colombage. Il y a des seaux en bois et des chevaux qui passent dans la rue étroite où elle grandit. Elle est plutôt heureuse dans une famille pauvre mais travailleuse. Son père semble aimé par beaucoup de gens du quartier ou être connu. Il semble être maréchal ferrant. Sa mère est souvent au lavoir et prépare des linges pour les riches. C'est la phrase qui est venue. Elle a une sœur plus jeune et a priori 2 frères plus grands dont l'un d'eux semble enrôlé dans les troupes du roi. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Elle évolue entre l'office de son père et tient la bride des chevaux et puis les lavoirs où sa mère œuvre avec d'autres lavandières. Madeleine chante souvent les nouvelles comptines du peuple sur le roi et elle rêve de ce Versailles en or, des glaces qui paraît-il viennent d'arriver d'Autriche, ou bien est-ce une femme royale qui arrive d'Autriche ? Elle aime tout ce qu'on décrit des vêtements des femmes nobles. Elle ne sait pas comment vivre cet effet de richesse car elle n'est pas enseignée, elle ne sait pas lire et on lui refuse même l'éducation des livres. Elle rend service dans les maisons, apporte des fleurs des champs à ses voisines et mange des fruits, des baies rouges qu'elle va chercher dans les chemins de campagne après le quartier ou les jardins des enclos autour du puits. Il y a un vendeur qui, dit-on, vend ses rubans et galons de dentelle à la cour. Tout le monde aime écouter ces histoires tordues entre guillemets de la cour. Elle grandit dans ce Paris qui vit avec la vermine, vermine dans le pain, vermine dans les rues. Le roi est riche, c'est un appelé de Dieu, la ville est pauvre et c'est juste l'écrin de sa couronne. Le peuple doit se restreindre, dit-on, car c'est pour le bien du pays, pour éviter les guerres. Madeleine passe ses jours à nettoyer la maison, puis faire les repas, puis aider la lavandière, et elle préfère de toute façon sceller les chevaux. Sa petite sœur est emportée d'une maladie chétive. Même le lait de chèvre n'a pas pu la sauver. Jeune femme, elle comprend qu'elle a de la mémoire. Elle a enregistré toutes les histoires de la cour, toutes les chansons et toutes les chronologies des événements de sa famille. Elle sait même tous les noms et dates importantes de ses voisins de quartier et les dates de passage des différents marchands ambulants. On la consulte dans la rue et elle donne la réponse. Elle calcule instinctivement tout ce qui se passe, le nombre de linge lavé, le temps, les aliments, les doses et les provisions. Un jour, elle voit des affiches sur une troupe qui donne des représentations imaginaires sur la vie de la cour, avec des costumes, dit-on, et beaucoup de rire. Alors elle se rend au puits, et une femme un jour l'appelle, une femme du quartier, et lui dit « Regardez, voyez, c'est elle la Madeleine qui retient tout ». L'homme en face est accompagné de 2 autres hommes et d'une femme qui ressemble à une gitane. Cet homme n'est pas très grand, il est chaleureux, solaire, magnétique, avec des yeux très doux, enveloppants. Madeleine se sent tout de suite happée par son cœur. Il lui dit être comédien de la troupe de Molière et demande si elle veut bien venir les aider à souffler les textes aux comédiens en retenant bien tout ce qui se déroule dans la pièce pour que chacun suive. Madeleine est complètement émue et sent son destin qui va basculer. Alors elle demande à son père, qui refuse bien sûr à demi-mot, ce sont des saltimbanques, dit-il, des farfelus qui ne mangent rien. Sa mère, elle, lève les yeux au ciel, car elle ne sait pas lire et n'a rien à faire avec des gens de lettres. Poussée par cette nouvelle passion qui naît et l'idée que sa vie va changer, Madeleine part un matin aux aurores, un sac de tissu sur le dos, un petit bout de pain, un vêtement, un ruban à sa sœur et une lettre où sont écrits en toutes lettres son nom et son prénom. Elle rejoint dans une maison au 1er étage une troupe de comédiens qui campent pour un temps dans cette villa, disent-ils, à l'italienne. Certains y sont allés en Italie voir la Commedia.
Et elle retrouve cet homme qui se nomme a priori Luigi et qui semble heureux aussi de la voir. Et elle le voit lui, Molière. Il dormait encore dans la seule chambre de la maisonnée. Il semble même avoir bu beaucoup la veille. Alors, Madeleine se laisse enjouer dans les jeux, les femmes lui posent des accessoires sur la tête, autour du cou, et elle accède enfin à une sorte de rêve. Quand Molière se réveille enfin, il vient découvrir l'inconnu et semble venir la renifler la bête. Il flaire ses émotions, savoir de quelle émotion elle est pétrie. C'est un peu comme s'il cherchait à capter l'essence des gens et savoir à qui il avait affaire. Il demande un serment de silence. Personne ne doit raconter les projets ou un seul mot sur ce qui se prépare pour une pièce. Il semble même que Luigi a accès à la cour et doit être en partie noble, car c'est lui qui ramène les informations politiques que Molière prend pour écrire. Madeleine très vite est reconnue pour sa mémoire fabuleuse, puis devient donc comédienne, car elle retient tous les textes. Elle apprend même à lire. Ses parents ne la reverront que très peu, mais elle mettra un point d'honneur à revenir avec de l'argent pour leur prouver qu'elle était capable d'être avec le beau monde et les gens de l'être. Son intelligence fine l'implique pendant des années sur les valeurs humanitaires et d'égalité développées par le théâtre de Molière. C'est une cause à portée collective dont elle sera en partie le cerveau, en tout cas dans l'articulation des situations et des personnages, car elle connaît la condition des gens du petit peuple. Elle a vécu une relation dévouée à la troupe comme à Luigi, même si l'homme concevait l'amour autrement, sans entrave à sa liberté, ses voyages ou encore d'autres femmes. La femme libre du début, la gitane, en fait venait de Méditerranée, c'est probablement espagnole, et elle est longtemps restée auprès de lui, mais Madeleine a souffert bien sûr de cette non-exclusivité. Mais le destin de la troupe était tel qu'elle passa tout sur cette liaison. Madeleine sentait profondément et intuitivement, de manière guidée depuis l'enfance, qu'elle contribuerait à un plan de grande ampleur. Elle a vécu jusqu'à la fin de la troupe de Molière. Elle lui a même touché la main vers la fin, car c'était un homme sélect qui ne se laissait pas approcher et qui organisait même ses relations en caste pratiquement, c'est-à-dire les gens qu'il avait pleinement confiance dans son premier cercle d'intimité et ainsi de suite dans plusieurs cercles extérieurs. L'âme est marquée par cet honneur car cette destinée est remarquable et elle a perduré dans le temps, en tout cas par rapport à son contenu, et elle en garde aussi une nostalgie. Madeleine a gardé 2 ou 3 cahiers de pièces jusqu'à sa mort, écrites par la main de ses acolytes de troupe, celle de Molière bien sûr, et celle de Luigi, qu'elle ne revit pas dans sa vieillesse, il était reparti en Italie. Elle semble être morte dans son lit de fortune, dans le quartier où elle a grandi, une croix sur la poitrine, mais très sereinement, heureuse de cette épopée magique qui lui fit rencontrer aussi la reine et voir Versailles. Mais plus encore, elle savoura la portée incroyable des mots dits par les comédiens et le théâtre, ces mots qu'elle a pensés, ces pensées d'avant-garde qui ont été écrits et ces mots dont tout Paris parlait et qui ont fait changer les consciences. L'âme reviendra peut-être aujourd'hui avec un lien avec les mots, le théâtre ou l'expression artistique, ou encore le monde culturel dont elle aura une grande expérience et sûrement aussi peut-être qu'elle retrouvera l'âme de Luigi dont elle apprendra à s'imposer et à vivre plutôt en symbiose et non plus à s'effacer devant lui. Dans tous les cas, c'est un destin incroyable autour de cette troupe de Molière qui mériterait d'être explorée encore plus profondément dans ses détails. J'espère que l'histoire vous a vraiment inspiré, elle est très touchante et j'attends justement le retour de cette personne sur comment elle vibre avec cette histoire.